production de masse. Passé au crible. Dropbox dit adieu aux disques externes. Câble à jour. Statut audio. Mercredi 15 février 2023. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 331. Bonjour à tous. MacBook Air 15 pouces suite. Nous vous parlions hier de ce créneau de lancement probable début avril sur la base des informations obtenues par Ross Young selon lequel la production de masse des écrans de 15,5 pouces pour être précis avait commencé. Eh bien selon DigiTimes, la production de masse des MacBook Air 15 pouces eux-mêmes aurait même démarré autour du nouvel an chinois. Et donc les usines tourneraient depuis 3 semaines environ pour sortir ce nouveau Mac portable qui pourrait donc arriver, Elie, dans moins de 2 mois maintenant. Et oui, et c'est dingue parce que tu vois, c'est une rumeur récurrente à laquelle on y croyait modérément, on va dire, et finalement qui semble être une réalité que nous allons avoir dans nos magasins et peut-être chez nos clients dans pas si longtemps que ça. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a un nouveau produit Apple qui arrive. Et de notre côté, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps sur la complexité de la gamme Apple. Et la réflexion, c'est pas qu'Apple sorte un nouveau produit, c'est qu'est-ce qu'il apporte à la gamme actuelle. Parce que bon, c'est un MacBook Air, donc typiquement il aura les ports et la connectique d'un MacBook Air avec un écran plus grand. Très bien, sauf qu'on a déjà une gamme Pro qui est en 14 et 16, donc lui il sera en 15 et demi. Donc juste entre les deux. Et par contre, si c'est vrai ce qui est écrit dans cet article, évidemment que j'ai lu, c'est qu'il serait livré en configuration M2 et M2 Pro, suivant le choix. Il y aurait donc les deux processeurs. Mais un M2 Pro, du coup, il va être en compétition directe avec le 14 pouces MacBook Pro, à 2 ports de connexion près. Donc s'il est beaucoup moins cher avec un M2 Pro, est-ce que les gens vont pas se jeter dessus à la place d'un MacBook Pro qui, bon, certes, lui aura effectivement la sortie HDMI et un bus de données plus rapide, ok, mais quand même, je veux dire, ça va rajouter une complexification dans la gamme. On y perd son latin. Maintenant, on en parlera quand il sera là et certainement, on sera très content de le tester, de le manipuler et tout ça. Mais bon, je suis perplexe pour l'instant. Je crois que le M2 Pro est pas du tout sûr. Ah, bon, ça serait déjà... Mais ceci dit, il y a un Mac Mini avec un M2 Pro, donc il n'y a pas de raison. Les achats à crédit différé que doivent permettre Apple Pay Later, dont le lancement aux US serait imminent, reposeront sur une vérification minutieuse de votre historique en tant que client pour évaluer les risques. Quelles sont les cartes de crédit liées à votre compte Apple Pay ? Avez-vous une Apple Card ? Combien avez-vous déjà dépensé dans les Apple Store ? Sur l'App Store également, quels appareils Apple possédez-vous ? Pour en bénéficier, selon Mark Gurman de Bloomberg, il faudra également prouver son identité, fournir son numéro de sécu et activer l'identification à 2 facteurs dans Apple Pay. Elie. Mais écoute, oui, ça ressemble fortement à ce que font tous les organismes de crédit, c'est-à-dire prendre un minimum de renseignements. Généralement, c'est très intrusif. Bon, là, c'est très intrusif, en particulier dans les domaines Apple, parce que qu'on prouve qu'on est capable de rembourser un crédit, mais là, qu'ils aillent vérifier les applis qu'on télécharge, le nombre de fois où on est allé dans un Apple Store, ce qu'on a acheté dans l'Apple Store, etc., je ne sais pas si c'est rassurant ou si c'est pour profiler les clients au maximum. Donc, je ne sais pas. De notre côté, je pense que les autres sociétés de crédit font aussi des recherches, mais dans d'autres domaines-là, je trouve un peu intrusif. Les apps qu'on utilise, je ne sais pas. Après, qu'ils demandent le numéro de sécurité sociale, c'est logique, et qu'ils renforcent l'authentification pour éviter ensuite des réclamations. Disons, quelqu'un a utilisé mon compte, etc., c'est normal, hein. L'authentification à 2 facteurs, ça veut dire qu'avant de faire tout paiement, il y aura un message qui arrivera dans le téléphone en disant transaction de temps, est-ce que vous êtes une opération de crédit, est-ce que c'est bien vous ? Et ça, c'est logique. Mais ça m'embête, toute ces envie d'explorer tout votre passé, et votre présent et votre futur chez Apple. Mais bon, c'est peut-être comme ça. Et on va préciser que l'utilisation du numéro de sécu aux États-Unis est beaucoup plus banale qu'en France. Il sert à juste s'identifier, entre guillemets. Oui.
La fin du support des disques externes par l'appli Dropbox sur Mac. Alors Dropbox n'est pas en cause directement, ce changement peut être problématique pour certains et lié à l'évolution de macOS depuis la version 12.3 en ce qui concerne la gestion des plateformes dans le cloud. Concrètement, Elie, qu'est-ce que ça va changer pour les clients de Dropbox ? Ça peut tout remettre en question parce que en fait, ce qui se passe, c'est que Apple, depuis les dernières versions d'OS, on en a parlé, utilise une architecture avec de multiples volumes et il y a des choses qui sont totalement verrouillées. Par exemple, certaines applis qui sont préinstallées avec le système qu'on ne peut ni dupliquer, même si elles sont gratuites, elles sont à nous, etc., comme photos, etc. Et là, ce qui se passe, c'est que le contenu avant d'un disque externe allait dans un volume qui permettait de l'identifier. Là, maintenant, comme ça vient du cloud, en fait, le cloud récupère tous les renseignements, à commencer par iCloud, mais aussi les autres services, et il les place dans un même volume. Et ce volume est dans le disque interne, pas dans le disque externe. Ce qui veut dire que, du coup, l'exemple a été fourni par justement un client qui s'est adressé à Dropbox et à Apple, qui lui ont dit tous les deux, Dropbox a dit, c'est Apple, on n'y peut rien, et Apple a dit, mais on ne changera pas. C'est comme ça. C'est-à-dire, par exemple, tu as 8 Tera de données Dropbox dans un disque externe. Admettons, on a eu le cas justement dans LSA cette semaine avec toute la partie son, donc l'énorme compte Dropbox qui contient des sons professionnels. Et typiquement, ça marchera pas. Si c'est dans le disque externe, ça ne sera pas partageable. Alors Dropbox dit, vous pourrez toujours stocker chez nous, dans nos serveurs. Mais du coup, ça ne sera pas synchronisé localement, puisque localement, ça ne rentrera pas. Ou alors, il faudrait avoir un disque interne de 8 Tera, ce qui est un peu problématique. Donc, ça risque de poser de graves problèmes pour certains utilisateurs, pas la majorité. Mais de notre côté, vraiment, Dropbox n'y est pour rien. Et je pense que ça sera la même chose pour OneDrive, pour Amazon ou Google Drive, pour tout ce qui est stockage dans le cloud. Sous macOS, si on veut une synchro, ça sera dans le volume interne. Point, c'est tout. Un firmware pour un câble. Oui, un câble Apple USB-C vers MagSafe 3 de 2 mètres. C'est le câble qui sert à alimenter les MacBook Pro 14 et 16 pouces et les MacBook Air à processeur Apple. Non, ce n'est pas un poisson d'avril avant l'heure. Ce câble peut lui aussi être mis à jour. La bonne nouvelle, Elie, c'est que vous n'avez rien à faire pour cela, à part l'utiliser. Oui, et d'ailleurs, je pense que ceux qui l'utilisent, ceux qui l'ont depuis des fois des années, ne savaient même pas qu'il y avait un firmware à bord. Donc, et le fait qu'il change d'une version à l'autre ne doit ni nous inquiéter ni nous rassurer puisqu'on ne sait pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut changer dans un firmware de câble ? La vitesse de transmission ? Ouais. Le protocole, le handshake ? Oui, mais de notre côté, transfert de quoi ? Puisqu'il s'agit de charger la machine. Peut-être une sécurité pour éviter que ça prenne feu ? Admettons, donc des choses comme ça. Mais si c'était un câble qu'on utilisait pour transférer des données, on peut améliorer des choses. Mais là, on le branche, on le charge, la petite lumière passe d'orange à vert, et puis c'est tout. Sauf s'ils veulent nous faire un firmware arbre de Noël qui clignote le jour de votre anniversaire ou de la Saint-Valentin. Sinon, pour le reste, franchement, c'est bien. Mais au moins, on a appris quelque chose. C'est qu'on peut mettre à jour le firmware d'un câble. Et ça, honnêtement, c'est une grande surprise. Oui, parce que je regarde mon câble, à part dans la terminaison MagSafe, il n'y a pas d'électronique, a priori. Il n'y en avait pas. On doit être caché quelque part. Apple sont des spécialistes pour faire ça dans les câbles, même déjà les câbles Lightning d'avant ou les câbles USB-C d'avant. Il y a toujours eu de l'électronique qui permettait en fait d'identifier le câble. Apple sait quand c'est un câble Apple ou pas, et même s'ils ont un tout petit bout d'électronique, ils ne vont pas mettre une puce Z1 pour ça, mais en tout cas, ils savent mettre de l'électronique même dans un câble banal. Si. Et puis, le savais-tu, Elie, le saviez-vous ? WhatsApp l'a annoncé la semaine dernière. Il est désormais possible, en tout cas aux États-Unis, d'afficher un statut audio comme il était déjà possible d'afficher un mini-message, une photo ou une vidéo en tant que statut dans son compte WhatsApp. Alors dans le cas de l'audio, il s'agit d'un enregistrement de 30 secondes maximum qui disparaîtra au bout de 24 heures. La dispo dans le monde entier va prendre quelques semaines.
Attention quand ce sera le cas quand même à bien régler avec qui vous partagez vos statuts si vous utilisez aussi WhatsApp dans votre vie professionnelle, hein, Ellie. Ben oui, ça va être drôle parce qu'en fait, c'est vraiment un statut qui dure 24 heures, du style ne m'appelez pas ce soir, je suis en boîte ou je suis avec ma copine, foutez-moi la paix, je sais pas, des choses comme ça. Effectivement, professionnellement, ça peut être moyen. Sinon, quel intérêt de mettre un statut audio? Parce qu'il suffit de dire je suis occupé ou je suis pas joignable. Simplement en statut, quoi, sans message. Donc c'est vraiment, quand on met de l'audio, c'est parce que ça s'adresse à des gens proches, des gens qui vont rigoler ou pour leur passer un message comme ça. L'intérêt sinon est limité. Par contre, en même temps, et je défie de la news, hein, excuse-moi, j'ai appris, parce que c'est en même temps que c'est sorti ça, que maintenant on peut mettre des liens pour les appels vidéo. Et ça, c'est génial, parce qu'en plus, ça marche aussi dans FaceTime, ce que j'ignorais. C'est-à-dire que plutôt que quand on fait une conversation à plusieurs, que tout le monde doit être là pour pouvoir démarrer une conf, etc., il suffit d'envoyer un lien, comme on fait dans Teams ou comme on fait dans Zoom, ce qui fait qu'on démarre l'enregistrement avec les gens qui sont là, on commence à parler, et puis les gens, au fur et à mesure, se connectent à la discussion de groupe. Évidemment, l'administrateur a un petit drapeau qui permet de faire entrer ou pas les invités, mais les gens rejoignent la séance au moment où ils le souhaitent, sans interrompre la présentation en disant « Ah, attends-moi, le téléphone sonne, c'est peut-être quelqu'un qui va se connecter. » Non, c'est transparent. Et ça, c'est génial pour WhatsApp. Ça va permettre un peu de faire du Zoom ou du Teams dans WhatsApp. Et j'ai appris que ça marche aussi dans FaceTime. Et c'est pratiquement le même système. En fait, on génère un lien. Et ce lien, on l'envoie par mail, par SMS, par ce qu'on veut. Et les gens cliquent, ils se connectent. C'est génial dans les deux cas. Et j'ai appris, donc, grâce à ça, quelque chose qui va m'être beaucoup plus utile que mon statut audio. Si un jour vous envoyez vous m'appelez parce que je sais que j'étais pas dans mon état normal. La quotidienne iWeek Reviens demain.